Aujourd'hui, nous allons parler de Saint-Joseph comme patron du Canada. D'abord, le mot patron, en vieux français, il y a l'idée dans ça de protecteur, de défenseur, bienfaiteur, puis aussi même de modèle ou d'exemple. Puis les Français, en fait, qui sont venus ici au Canada, les premiers qui sont venus, avaient vraiment un amour de Saint-Joseph, puis je dirais même expérimenter son efficacité. Alors, c'est pas surprenant que dès les débuts, ces personnes ont voulu confier le lieu ici, le pays, à Saint-Joseph. Là, on parle de 1624, où même très officiellement, à Québec, il y a eu une cérémonie où on a confié le pays à Saint-Joseph. D'ailleurs, on peut voir à Québec une peinture qui représente cet événement-là. Mais suite à ça, en refaisant mes recherches, revoyant les dates, j'ai constaté à quel point, après 1624, là, pendant les années qui ont suivi, peut-être 15 ou 20 ans, il y a eu des convergences de personnes différentes impliquées dans les débuts de Montréal ou de Québec qui partageaient l'amour de Saint-Joseph. Alors, c'est très, très parlant, Jean. On va en nommer quelques-uns, mais un très important, c'est Marie Guyard, qui est une jeune veuve de France qui a eu un songe dans lequel elle voyait un grand pays avec beaucoup de forêts et quelqu'un qui se présentait comme le gardien de ces lieux. Et c'était Saint-Joseph. Et à partir de ce moment-là, elle a voulu venir à Québec pour enseigner. Puis une dame riche, Madame de la Pelletrie, elle voulait venir au Canada, mais elle est tombée malade et c'était impossible à ce moment-là pour elle. Et elle a fait une promesse à Saint-Joseph en lui disant, si je guéris, je pars pour le Canada et je mets ma fortune au service de l'enseignement et des développements là-bas. On est à deux. On a Monsieur de la Dauversière, qui est à l'origine du projet de Montréal, qui, lui, a eu vraiment l'inspiration de réunir des jeunes femmes qui se mettraient au service des malades à la Flèche où il était. Et c'est devenu les hospitalières qui ont fondé l'Hôtel-Dieu ici à Montréal. Alors, toutes ces convergences font que de génération en génération, il s'est transmis ici au Canada un amour de Saint-Joseph. Saint-Joseph a vraiment marqué l'histoire canadienne. Il y a quelques années, je me suis rendue en vacances à un endroit qui s'appelle l'Îlet, puis il y a un musée maritime. Puis là, je découvre le capitaine Bernier, et je vois un peu son histoire. Et son père avait un grand amour de Saint-Joseph. Il avait trouvé une statue dans une épave aux îles Saint-Pierre et Miquelon, puis il avait toujours gardé cette statue. Puis là, son fils, le capitaine dont on parle, lui, très jeune, à 14 ans, il était mousse sur le Saint-Joseph. Après ça, il en est devenu capitaine à 17 ans. Puis son père lui a laissé la statue de Saint-Joseph. Et sur le bateau Saint-Joseph, il s'est en allé en Arctique. Puis c'est l'époque où l'Angleterre a laissé l'Arctique au Canada, mais les frontières étaient floues. Puis le capitaine Bernier a vraiment contribué à clarifier les frontières. Alors, je pense qu'on peut voir par toutes sortes de petites histoires. On pourrait écrire un livre sur tous les petits événements, mais qui montrent l'action de Saint-Joseph par rapport au Canada. Je vous laisse avec Marc, qui va vous faire son témoignage. Je suis apiculteur, j'élève aussi du bétail depuis plusieurs années. J'ai eu des moments d'emportement, de colère, surtout dans le contexte du travail avec les animaux. Un proche m'a conseillé d'installer des statues de Saint-Joseph, une dans l'étable et une autre à la mielerie. Avec le recul, après plusieurs années,
J'ai constaté, un peu comme une surprise, parce que je n'ai pas senti l'évolution, j'ai constaté que j'avais changé. J'étais devenu plus doux, je me maîtrisais mieux. Les statues sont encore à leur place. Je pense qu'il serait prématuré de les enlever. Mais je suis profondément heureux de ce changement en moi et j'en suis très reconnaissant envers Saint Joseph et je lui demande de continuer son œuvre.